Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir si nombreux pour rencontrer Claire et son très beau livre Blanche qui vient d'ailleurs d'être couronné. Tiens, on n'a pas les bandes? Non. Oh, mais on n'a plus. Bon, d'accord. Qui vient donc couronner, entre autres, par le prix littéraire européen et qui avait eu déjà le prix non, pas du tout, du journal La Tribune. Voilà, dans la semaine. Donc, doublement primé et qui le mérite bien parce que c'est vraiment un très, très beau livre, une très belle surprise. Vous ne connaissez pas. Sous l'angle de l'écrivaine, de l'auteur, et donc, mais vraiment, c'est un coup de maître. Émilie va développer ça, je pense. Un roman qui, en tout cas, nous a beaucoup touché sur le personnel soignant et sur l'état de l'hôpital public aujourd'hui dans les services des urgences. Mais c'est un roman qu'on pourrait qualifier quelque part de roman noir. Et en même temps, c'est aussi souvent des témoignages sous forme de romans sont beaucoup plus poignants, évidemment, forcément. En tout cas, je vais vous laisser en discuter et puis vraiment lisez ce livre magnifique et dont l'écriture est superbe aussi, ce qui est pas évident. En tout cas, un roman très très abouti pour un premier roman. Voilà, merci beaucoup. Et puis, ah oui, non. Attends, oui. Ah oui, la pauvre Margot qui me fait des signes. Alors, donc, je commence par quoi? Je vais commencer. Vous vous souvenez que Margot et Léa reprennent le presse-papier bientôt, très bientôt, c'est imminent. En tout cas, il y a en ce moment une campagne UNUL qui est une campagne participative de soutien aux filles qui se lancent dans cette formidable aventure, mais qui va leur demander beaucoup d'énergie, qui leur demande déjà beaucoup d'énergie en tout cas. Et surtout, n'hésitez pas à les soutenir, même un petit soutien, même venir les voir juste pour leur dire on vous soutient, on vous donne 10 euros, 5 euros. Mais en tout cas, c'est le geste aussi parce que c'est le nombre de personnes qui participent aussi à cette campagne qui fait sa force et qui leur donne beaucoup d'énergie. En tout cas, et il leur fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui les soutiennent. Voilà. Donc la campagne Ulule, vous pouvez la retrouver, alors on a des papiers, mais sinon vous la retrouvez facilement sur le site du presse-papier en tapant le presse-papier à Argenteuil, vous allez sur le site et hop, vous arrivez direct sur la campagne. Voilà. Et elles prennent aussi les chèques ici, bien sûr. Alors sinon, nos prochaines rencontres, vite fait, donc le 26 juin, à 18h30, on va recevoir Dominique Barbevries pour un livre que moi j'avais adoré à la rentrée, j'avais trouvé ça très très beau livre. D'ailleurs, elle a eu le Grand Prix de l'Académie française pour ce livre-là, qui s'appelle Une façon d'aimer, qui est vraiment un livre formidable aussi. Donc on la reçoit le 26 juin pour ça. Et puis ensuite, alors, Margot, je me souviens plus, Kamala, quand est-ce que c'est? Le 29 juin. Le 29 juin, merci. Alors, le samedi 29 juin, on aura la dessinatrice Ida de cette bande dessinée qui vient de sortir chez Michel Lafon et qui parle de la condition de ces jeunes enfants esclaves au Népal. Voilà, un Kamalaris, c'est des enfants qui sont vendus. Il faut savoir que ça existe encore aujourd'hui. Bon, c'est dénoncé par des ONG, etc. Mais il y a encore des enfants qui sont vendus aujourd'hui par des familles népalaises qui sont si pauvres qu'elles ne peuvent plus prendre en charge leurs enfants. Voilà. Donc, une très belle bande dessinée, un très beau texte aussi. Et Dominique Barbevries, et voilà, c'est tout. Je laisse la parole à Dominique qui est claire. Oui, donc je vais parler sans micro, puis si on ne m'entend pas, je prendrai le micro. Alors quand j'ai vu qu'une autrice locale avait sorti un livre, alors ma première réaction,
auteurs locaux, dubitatifs. Et puis, je l'ai lu, et puis j'ai trouvé que c'était un bon roman. Et je l'ai relu donc ces jours derniers, et c'est un très bon roman, d'un univers que, bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont lu et apprécié Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu, un livre pour moi remarquable. Eh ben, votre livre relève de cet univers-là, pour moi en tout cas. Hein, c'est quand même... La comparaison est flatteuse. Elle est flatteuse, voilà. Et donc, c'est avec plaisir que je m'entretiens avec vous, hein, vraiment. Et je pense que votre livre, il va falloir qu'il soit diffusé bien au-delà d'Argenteuil. Alors, pour commencer, c'est pas habituel, mais j'aimerais que vous lisiez les derniers paragraphes du livre. Hein. D'accord. Et vous verrez que ça ne dévoile pas du tout le contenu, mais voilà. À peine entrée, elle but un grand verre d'eau. Puis elle ôta sa polaire et ses baskets. Elle se lava les dents pour faire passer le goût de l'alcool et fila sous la douche, se savonnant consciencieusement du cou aux orteils, se lavant de la journée, de l'hôpital, de toutes les déceptions. Elle enfila un jogging et un sweatshirt directement sur sa peau nue. Elle se sentait en paix ce soir. Elle vérifia l'heure. Kamel n'allait plus tarder. Il la prévenait à l'avance maintenant quand il ne rentrait pas dîner. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les barres d'immeubles dressées face à elle. Le ciel semblait se consumer, rougeoyant à l'horizon, orangé derrière les tours. Les rares nuages s'effilochaient, rosis par le soleil couchant. Noisette se frottait contre elle en ronronnant. Elle le prit dans ses bras et scruta la rue, 8 étages plus bas, ces minuscules passants qui marchaient toujours moins vite le soir que le matin. Elle l'aperçut, fine silhouette contournant les gamins qui jouaient au foot devant l'immeuble. Peut-être qu'un jour, eux aussi partiraient. Mais ici, ils étaient au milieu des leurs. Ensemble, tous, ils composaient cette ville, serrés les uns contre les autres, partageant leurs jours et leurs nuits, leur vie. Ils étaient les plus nombreux. Un jour, ce seraient eux peut-être les plus forts. Kamel leva machinalement la tête et croisa son regard. Elle lui fit un signe et lui répondit, en souriant, le pouce levé vers le ciel. Elle en était certaine, un jour ils seraient les plus forts. Donc, votre roman est sur le thème de la santé, de l'hôpital. Bon, pour commencer, quelques éléments biographiques sur votre parcours personnel. Alors déjà, pour commencer, je voudrais remercier tout le monde d'être là parce qu'il y a pas mal de gens que je connais, mais c'est des gens qui viennent d'univers différents. Donc moi, je trouve ça très étrange de voir tout le monde réuni comme ça ce soir. J'ai des patients, j'ai des probablement futurs patients, j'ai des collègues de l'hôpital, j'ai mon éditeur, voilà, donc tout le monde est ensemble dans cette pièce et je trouve ça vraiment merveilleux et très émouvant. Donc je suis assez émue, déjà, je voudrais le dire. Ensuite, pour mon parcours, c'est que je suis née en banlieue, dans le Val-de-Marne. J'y ai grandi jusqu'à mes 13 ans. Et après, je suis partie vivre aux États-Unis pendant 4 ans. J'y ai passé le bac. Je suis rentrée à Paris après le bac pour faire des études de médecine. Et puis après mes études, j'ai un petit peu erré à droite à gauche en faisant des remplacements un petit peu partout, en France et en Outre-mer. Et puis finalement, j'ai remplacé un petit peu par hasard à Argenteuil et je suis tombée amoureuse de la ville, tout simplement, et j'ai décidé de m'installer là. C'est super d'entendre quelqu'un qui être tombé amoureux de notre ville. Mais à juste titre, nous y reviendrons. Alors, se lancer dans l'écriture d'un premier roman, c'est pas anodin. Et donc, immédiatement, la question qui vient, c'est votre rapport à la littérature et également à l'écriture dans votre itinéraire scolaire, mais au-delà, personnel. Alors, je suis avant tout une lectrice, hein. Je ne me définis pas comme une autrice pour l'instant, en tout cas pas encore, hein. J'ai un gros complexe de l'imposteur, mais la lecture, j'adore, hein. Depuis toujours, j'ai toujours beaucoup lu, voilà, c'est une partie très importante de ma vie, de mon temps libre. J'adore la lecture, j'adore la littérature. L'écriture, j'aimais quand j'étais jeune, avant de
passer le bac, de passer mes études supérieures. Et puis après, j'ai vraiment complètement laissé tomber toute activité de création. C'est vrai que c'est aussi lié aux études. Hein. Les études de médecine, on ingurgite, et il n'y a jamais rien qui doit ressortir, hein, juste des connaissances théoriques. Et je me suis dit que toute imagination m'avait quittée et que voilà, c'était terminé. Et puis petit à petit, en fait, je pense que c'est par le biais de ma pratique médicale. C'est vrai qu'on y vit des choses très fortes, hein, avec les patients, avec les choses difficiles qui nous arrivent, les choses merveilleuses qui nous arrivent aussi. On a beaucoup d'émotions très intenses qui ont besoin de ressortir. Et j'ai commencé à écrire des petits textes, en fait, inspirés de ce que je vivais au quotidien dans le cabinet. Et j'ai un peu eu l'impression que ça m'avait décoincé, ça m'a donné envie en fait de continuer, de d'écrire un petit peu plus long, de passer à voilà, de la fiction et d'essayer d'en faire un roman à terme. Donc le travail, ça a duré combien de temps cette gestation? Alors en fait ça s'est fait en 2 morceaux, j'ai fait un premier jet qui a pris quelques mois. Après, j'ai eu des soucis. Enfin, mon frère a eu des problèmes de santé assez graves, donc j'ai arrêté complètement l'écriture pendant 6 mois, parce que vraiment, j'avais aucune disponibilité psychique pour écrire. Et puis, au bout de 6 mois, il allait mieux. Et moi, j'ai commencé à repenser à ce premier jet, et je me suis dit, quand même, les personnages, j'y pense encore, j'ai envie de reprendre l'écriture. Et j'ai recommencé de zéro. J'ai pas repris, en fait, ce manuscrit initial. J'ai repris de zéro. Finalement, il m'a servi quand même de brouillon, finalement, mais voilà, j'ai tout repris du début et j'ai écrit donc en 1 an le manuscrit. D'accord. Et pour l'éditer, quand c'est un premier roman, c'est pas simple là. Alors, l'édition, en fait, c'est fait de manière un petit peu non conventionnelle, on va dire, parce que donc les textes dont je vous ai parlé, que j'écris sur ce qui se passe au cabinet, les émotions que je peux avoir, les histoires que je peux raconter, en fait, je les ai publiés sur un compte Instagram, donc sur des réseaux sociaux. Et par le biais de ce compte Instagram, en fait, j'avais dit que j'essayais d'écrire un roman et que du coup, j'allais être moins présente, moins d'écrire. Donc pendant quelques mois, je me suis absentée de ce compte, en fait. Je ne l'ai plus alimenté. Et puis quand j'ai terminé cette écriture, j'ai écrit un petit message en disant ouf, j'ai fini, je vais pouvoir revenir. Et là, une éditrice m'a contactée le soir même en me disant j'aimerais bien lire moi ce que vous avez écrit. Du coup je suis envoyée par mail et elle m'a recontactée quelques jours après en me disant que elle ne publierait pas parce que ça ne correspondait pas à leur ligne éditoriale. Par contre elle voyait très bien à qui l'envoyer et c'était à Pierre Fourniot qui est mon éditeur à la Manufacture de Livres qui est là ce soir et donc qui a aimé le livre et qui a décidé de publier. Donc un éditeur qui publie des belles choses. Et alors bon, pour en venir au contenu du livre, j'évoquais tout à l'heure Nicolas Mathieu, et il y a un élément qu'on retrouve dans votre livre, oui, le sien, mais on va parler du vôtre, c'est qu'il finalement il y a 2 univers sociaux qui se bousculent, on peut dire, dans le roman. Mais justement, ce qui est manifeste, c'est que vous voyez ces 2 univers avec une empathie profonde. Après, j'avais pas du tout envie de prendre parti pour l'un ou l'autre. Je pense que les 2 univers, effectivement, il y a l'univers bourgeois de Paris intramuros, et puis après, il y a l'univers beaucoup moins favorisé des villes de banlieue un petit peu délaissées. Le but du livre n'était absolument pas de prendre parti pour l'un ou l'autre et de rendre qui que ce soit responsable de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est des univers qui se côtoient sans se mélanger, en fait. C'était ça que j'avais envie de Alors justement, c'est un élément important, ce que vous dites. 2 univers qui ne se côtoient pas, mais finalement qui finissent à Villebreuil par se côtoyer. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est quand même il ne se côtoie pas, mais la vision de l'autrice, vous-même, qui est profondément empathique et qui fait quand même une lecture. On est dans un univers difficile, une histoire pas facile, des personnages comme nous, mais vu, c'est
c'est vraiment une qualité à mon avis, mais d'une façon profondément empathique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et qui fait quand même une énorme qualité du roman. Alors, effectivement, c'est une question liée à la précédente. Est-ce qu'on peut écrire sur l'univers de la santé, un roman ou autre, mais en particulier des romans, sans aimer les gens, sans aimer ses patients, mais plus généralement les gens? Alors, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, mon métier m'a fortement influencé dans l'écriture du livre. Ça, c'est sûr. J'ai d'exercer la médecine toute la journée en cabinet, de voir des gens qui nous confient leurs peines, leurs soucis, leurs humeurs. En fait, on absorbe tout ça. Et je pense que quand on se lance dans de la fiction, que ce soit en parlant de la santé ou autre chose d'ailleurs, on est forcément... enfin, voilà, ça nous infuse en permanence, donc ça ressort forcément dans la façon d'écrire. Après, si j'écrivais en n'aimant pas mes personnages, oui, je me poserais des questions sur ma vocation médicale, ça c'est sûr. Oui, alors il y a des auteurs, on peut écrire un roman qui, justement, où cette empathie n'existe pas, enfin, où elle est relative et tout ça. En tout cas, c'est pas le cas dans ce roman, qui fait qu'on écrit quand même sur un sujet difficile, le monde de l'hôpital, le monde de la santé, mais on n'est pas écrasé par la situation. Bon, en tout cas, là, c'est votre premier roman, donc immédiatement, là, il y a des champs d'écriture qui s'ouvrent, parce que d'un certain côté, la santé et son univers est un champ sans limite. CHAMP. Alors, à la fois sans limite et en même temps un petit peu aliénant aussi, parce que si on commence à écrire que sur la santé, après on n'en sort plus jamais, quoi. Donc, je me méfie un petit peu de ça. Ok. Bon, alors, justement, vous avez évoqué que vous étiez né à Champigny. Oui. Nous sommes à Argenteuil. Alors, il y a quand même des caractéristiques très, très, très fortes. On est dans la banlieue. Oui, tout à fait, oui. Moi, la banlieue parisienne, c'est un... Bon, je disais pas ça il y a 20 ans, hein, quand j'avais qu'une envie, c'était d'en partir et d'habiter dans Paris pour tout le reste de ma vie, mais en vieillissant, c'est vrai que c'est une zone à laquelle je suis très attachée. J'aime beaucoup la banlieue parisienne. Je trouve ça... c'est assez peu mis en valeur et je trouve que c'est dommage parce que je pense qu'il s'y passe plein de belles choses, hein, comme à Argenteuil et plein d'autres villes qui sont pas du tout médiatisées de manière positive, mais je sais pas, je trouve que c'est des endroits émouvants en fait. Oui, parce que bon, il y a une diversité des... Oui, il y a une grande diversité de populations, les gens s'entendent quand même, quoi qu'on en dise, relativement bien, il y a pas mal d'entraide. Il y a moins d'indifférence vis-à-vis d'autrui, je trouve, que dans les grandes villes. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des points positifs à la banlieue. Ça fait plaisir d'entendre ça. Vraiment. Donc en clair, ville drogue, c'est Argenteuil? Alors, c'est pas Argenteuil, je voulais que ce soit une ville générique qui puisse être... correspondre voilà, à toutes les villes de la Petite Ceinture ou même d'ailleurs de la Grande Couronne, toutes ces villes un petit peu, comme je dis, un petit peu délaissées en fait. Et c'est évidemment que je me suis inspirée d'Argenteuil, c'est une ville que je commence à bien connaître, c'est une ville que j'aime, j'avais envie quelque part de rendre hommage à la ville, voilà. Mais ce n'est pas Argenteuil, l'histoire elle est fictionnelle, il ne s'est jamais rien passé de tel à Argenteuil à ma connaissance, voilà, donc c'est à la fois Argenteuil et pas Argenteuil. D'ailleurs j'ai un lecteur qui m'a soutenu mordicus la semaine dernière que je m'étais inspirée de Villejuif. Il en démordait pas, il disait mais si, c'est Villejuif, je reconnais. Voilà. Alors c'est vrai que dans le livre, comme on se doute que la part d'Argenteuil est très importante, mais les repères géographiques lorsque les gens se déplacent, on ne les retrouve pas. Là, évidemment, évidemment. C'est parce que c'est une ville fictive, voilà. Il y a à la fois des choses qui sont les mêmes qu'à Argenteuil, celles auxquelles je suis attachée, mais il y a aussi plein de choses qui sont complètement différentes. Hein. Le café en face de l'hôpital, moi je rêverais qu'on en ait un, mais il n'y en a pas. Oui, alors, effectivement, je me suis posé la question que
connais bien l'hôpital et ça manque. Hein. Oui, Bon, tout à fait. bon. Et il est bien sympathique. Cette, Il est agréable, hein, voilà, faut y aller, hein. c'est quand même un chant à la gloire de ces lieux exceptionnels de rencontre que sont, et de sociabilité que sont les cafés. Oui, oui, tout à fait. Hein. D'accord. Alors bon, justement sur l'empathie, enfin vraiment ça m'intéresse. Enfin tous vos personnages, non seulement, enfin, on les sent comme des vrais personnages qu'on pourrait rencontrer, qu'on a rencontrés, et même même quand il y a des choses qui peuvent nous choquer. Par exemple, le personnage de Fabrice, hein, qui est quand même qui dénote un peu dans. Après, c'est aussi un parti pris de le raconter comme ça. J'aurais pu très bien le raconter exactement les mêmes choses sans qu'il semble aussi antipathique. Et puis, il n'a pas que des défauts, Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un qui est complètement insatisfait de sa vie. C'est surtout ça son problème. Il est triste, il est insatisfait et il est malheureux. Plus que le méchant de l'histoire. Non, mais justement, enfin, moi, je suis totalement d'accord avec vous, et qui fait que, encore une fois, un roman, on y cherche quand même des personnages des super-héros ou des super-méchants qui sont pas crédibles. Ouais. Là, vos personnages sont totalement crédibles. Oui, ça Hein. j'y Et tenais effectivement, beaucoup. Ouais. vous avez raison de dire que le Fabrice en question, vous verrez en lisant, mais il a quand même une qualité un peu fondamentale, hein, justement son investissement. Tout à fait, c'est un excellent médecin. Voilà, dans le livre, on pourrait dire objectivement que c'est le meilleur d'entre tous. Hein. Voilà. Mais bon, alors le sujet quand même, c'est centré autour de l'hôpital. Hein. Bon, et cette pratique de l'hôpital, vous l'avez vécue, Ah bah, en tant que médecin, on la vit tous, hein, de toute façon, puisqu'on fait toute notre formation à l'hôpital. La formation est complètement hospitalo-centrée, donc on fait très peu de villes, en fait, avant d'être médecin diplômé. Donc on passe toutes nos études et notre internat, notre clinica à l'hôpital. Donc oui, on est formé à l'hôpital. Après, moi, j'en suis partie il y a une dizaine d'années. Alors j'y suis encore, j'y vais chaque semaine, je garde un pied dans l'hôpital, mais c'est devenu un petit peu périphérique dans ma vie professionnelle, l'hôpital. D'accord. En tout cas, la crise de l'hôpital, vous la connaissez Oui, bien sûr. Et puis la crise de l'hôpital, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je veux dire, il y a une crise de la médecine de ville qui se vit en parallèle. Hein. Ça va pas mieux en ville qu'à l'hôpital, on en parle un petit peu moins. Mais le problème, il est général. Très bien. Alors, vous savez, ça passait très très vite. Hein. Là, mes questions sont... mais ça va laisser beaucoup plus de temps pour le questionnement. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, et là, c'est intéressant, peut-être que l'éditeur aura des choses à dire, mais d'abord, vous-même aurez... Bon, moi, je suis très sensible à la typographie. C'est-à-dire que, il y a des livres qui sont complètement gâchés par la typographie, par les caractères. La typographie, c'est-à-dire pas seulement l'utilisation des caractères, mais la place du caractère dans l'espace de la page, etc. Et ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est justement des petits paragraphes avec des interlignes très importants. Alors, vous n'êtes pas le premier à me faire la remarque. Et en fait, c'est comme ça que j'ai écrit le manuscrit. En pensant que ce serait corrigé par la suite par la correctrice. Parce que, en fait, j'ai aucune connaissance en typographie, hein, donc j'ai fait un peu comme je le sentais. Effectivement, chaque soliste, c'est un peu comme une respiration, en fait, quand j'écrivais, pour que les choses ne s'enchaînent pas trop vite. Et finalement, ça a été gardé par la correctrice. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles trouvaient que la lecture était agréable justement à cause de ces sauts de ligne. Mais c'est vrai que c'est inhabituel. Je suis d'accord avec vous. Alors c'est vrai que c'est pas seulement agréable et une facilitation de lecture, mais je ne sais pas si j'interprète bien les choses. Ça permet de se poser, de respirer entre chaque élément. Et finalement, de penser, de réfléchir, de raisonner, de s'arrêter. En tout cas, moi j'avais simplement préparé
ces petites questions. Voilà. Donc le mieux, c'est peut-être il y a beaucoup de monde ici. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu bon, ça serait intéressant d'entendre les appréciations, puis peut-être, sur la base de notre discussion, d'approfondir un certain nombre d'éléments. Comme je ne suis pas trop timide, et ancien prof de lettres, je suis sûre qu'on va vous reparler de l'émotion, de la sensibilité, etc. Mais mon premier ou dernier compliment va à la structure et à l'écriture. On va féliciter la maison d'édition qui choisit bien ses auteurs. C'est le minimum. Excusez-moi, même dans ce qui n'est pas un compte d'auteur, quelquefois, ça repart à la boîte à livres. Non, c'est pas un document sur l'hôpital, c'est un vrai roman très bien écrit. Non, mais c'est exactement ce que je dis. Excusez-moi, c'est remarquable comme écriture. Merci. Je suis beaucoup plus timide, mais je viendrai quand même. Mais on se connaît bien. Nous connaissons bien. Mais moi, j'ai été frappée effectivement dans le titre Blanche, France, Rouge, etc. Et au milieu de ma lecture, c'est devenu Écriture blanche. Et j'ai trouvé ça remarquable parce que moi, je me trompe peut-être, mais j'ai vu une écriture blanche un petit peu à la Annie Ernaux, etc. C'est-à-dire quelque chose de très simple, rien de redondant, rien de non, justement pas de pathos. Et là, avant, je me suis dit, mais c'est remarquable. Vous en avez écrit d'autres que vous n'avez pas publiés parce que c'est vraiment une écriture remarquable. J'ai essayé en fait de simplifier au maximum, voilà, de délaguer vraiment tout ce qui était pas indispensable, d'enlever pour qu'il reste vraiment voilà, que chaque phrase qui n'était pas nécessaire était voilà, jetée à la poubelle. Et oui, voilà, c'était le but. Après, on choisit pas non plus, je pense que, enfin, j'en ai pas beaucoup parlé avec d'autres auteurs, mais je pense qu'on choisit pas vraiment notre manière d'écrire. C'est venu comme ça et voilà, j'ai pas du tout une façon d'écrire florissante. Voilà, j'écris de manière très resserrée. Ça vient relativement naturellement, quoi. Je suis pas une grande poétesse qui fait des grandes phrases. C'est voilà, beaucoup plus rare, voilà. L'émotion est plus forte, je trouve, parce que justement. Tant mieux, mais voilà, après je pense que ça dépend c'est une affaire de goût, mais ouais, en fait ce qui m'a vraiment marqué pendant que j'écrivais ce livre, c'est que je maîtrisais pas mon style en fait, on écrit comme on peut quoi. Ouais. Vous avez beaucoup rayé Pas tant que ça, en fait, je pense qu'il y avait même des moments où je me forçais à étirer un petit peu, sinon le livre aurait tenu dans 20 pages. En fait. C'est vraiment, j'écris vraiment très resserré, quoi. Oui. Justement, le travail avec l'éditeur, il y a eu un gros travail de... Il faudrait demander à l'éditeur. Non, il n'y avait pas beaucoup de travail. Non, on n'a pas énormément retravaillé. Le minimum pour qu'elle ait l'impression que je serve à quelque chose. C'est important de le souligner parce qu'il y a un certain nombre de livres, moi qui m'arrive de lire, des premiers romans en particulier, où on se dit, si ça avait été relu, tout un travail, un véritable travail d'édition, le travail que vous faites, eh bien ça aurait été beaucoup plus lisible. Bon, pour résumer, en tout cas, là, il n'y a pas eu beaucoup de... En tout cas, sur le fond, il n'y a pas du tout eu d'édition. Enfin, c'est vraiment l'histoire est restée la même structure, le même nombre de personnages, le même déroulement des faits. Après, sur la forme, évidemment, on a un petit peu nettoyé, mais non, c'était pas énorme. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi j'aimerais bien revenir sur le titre, Oui. aussi sur le fait qu'il soit au pluriel. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Alors, en fait, je voulais un titre qui ait plusieurs significations possibles. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a... C'est ça. Il y a un S, bon évidemment c'est pour les blouses blanches. Oui. Moi j'avais aussi pensé, mais c'est pas forcément très évident à comprendre, donc c'était mon idée à moi, mais quand j'ai trouvé le titre, j'avais pensé aussi aux deux filles, en fait les deux héroïnes principales, qui sont quand même deux filles un petit peu innocentes au début du livre et qui vont perdre quand même pas mal de leurs illusions au
au cours du récit, voilà, c'était un petit peu des oies blanches, voilà, c'était voilà, c'était ça aussi que ça m'évoquait. Après, j'ai des lecteurs qui ont trouvé d'autres Oui, la significations, lumière blanche. voilà, la lumière blanche, les nuits blanches à l'hôpital. Enfin, voilà, donc en fait, il y a plein de possibilités, donc c'est rigolo, le titre continue à vivre, même sans moi. Donc au départ, c'est plutôt les blues. Oui, oui, c'était surtout les Les blues, Ah ouais. et puis les deux filles innocentes. les deux filles. Comme ça. J'ai beaucoup aimé aussi la fluidité de l'écriture. J'avais l'impression en fait que ton esprit se déroulait en fait, au fur et à mesure. Le style est peu commun en plus. J'ai trouvé ce livre cruel de vérité. Il est un peu noir, mais très, très fort en vérité, et ça en fait un livre magnifique. Est-ce que tu as un message Est-ce que tu as voulu, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voudrais faire passer par ton livre aux autres? Parce qu'il y a plusieurs pistes dans ton livre, plusieurs thèmes sociaux. Est-ce qu'il y en a un particulier que tu aurais aimé, que tu voulais faire passer ou pas? L'amour d'Argenteuil. Non, mais ça, c'est passé, c'est bon. Non, en fait, c'est vrai que je me retrouve à parler énormément de l'hôpital, de la crise de l'hôpital, du milieu hospitalier. Et paradoxalement, je pense que quand je l'ai écrit, c'était pas vraiment ça qui était au premier plan. En fait, j'ai utilisé l'hôpital comme lieu de vie parce que c'est un milieu que je connais très bien et que c'était hyper simple pour moi. Mais pour moi, l'histoire, c'était pas ça. C'était vraiment l'interaction de tous ces gens entre eux, la loyauté qu'on peut porter aux autres, à ses souvenirs, à son passé, plus des choses comme ça. C'est beaucoup plus vague, mais c'est vrai qu'après l'hôpital a pris le dessus, parce qu'à partir du moment où on commence à se dire bon, bah, voilà, je vais faire se dérouler dans un hôpital au XXIe siècle, bah, on ne peut pas faire l'impasse sur les problèmes de l'hôpital actuellement, donc voilà, ça devient prépondérant forcément, quoi. Vous disiez que vous publiez sur Instagram une partie des textes. Est-ce que vous avez de retours je sais pas, de gens qui vous suivaient et qui vous ont aidé à écrire? Alors, je suis personne qui m'a aidé à écrire. Non, mais pas aidé à écrire au sens où ils ont écrit votre texte. Les lecteurs de mon compte Instagram, oui, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont acheté le livre, du coup, j'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là. Après, la quantité, j'en sais rien, c'est pas 10 000. Après, je pense que les gens qui me lisent sur Instagram et qui étaient habitués du coup à mes textes, forcément les appréciaient puisqu'ils continuaient à me suivre, donc c'était quand même plus facile de les toucher, donc j'ai eu des très bons retours globalement, parce que il y a la même sensibilité que dans mes textes en fait dans le roman, donc je pense qu'ils étaient contents d'avoir le livre, quoi. Pour moi, il y a un aspect qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le fait que ces personnages, vous ne racontez pas toute leur histoire. C'est-à-dire, on peut... il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais quand même, par exemple, Arnaud, il est là, il est présent, mais on ne sait pas ce qu'il devient, c'est pas... et c'est un peu vrai pour les autres personnages. Et ça permet de se construire également ses propres romans. C'est ça qui est génial quand on écrit une histoire, c'est qu'en fait, qu'on choisit de ne pas dire, on laisse les trous pour le lecteur et il imagine ce qu'il veut à l'intérieur. C'est ça qui est super. Et c'est vrai que quand on écrit, c'est assez jouissif d'ailleurs de faire ça, de sciemment laisser des blancs, se dire ils mettront ce qu'ils veulent à la place. D'autres questions? Remarques? Quel est votre compte Instagram? Alors, il est un petit peu en jachère depuis la sortie du livre. Du coup, je publie quasiment plus dessus et je ne sais pas s'il reprendra son activité un jour, mais c'est Madame le Docteur V. Madame le Docteur V. Et vous êtes cardiologue? Je suis cardiologue, oui. À 50 mètres d'ici. C'est un beau titre pour un futur roman, le titre de votre compte. Y aura-t-il un V2? Oui, non, on verra, mais bon, c'est vrai que moi j'aimerais, dans la mesure du possible, si je continue sur ce chemin, essayer de me défaire un petit peu du milieu médical en fait. Pour voir si j'arrive à faire ailleurs en fait que à l'hôpital. Vous avez aussi des champs d'expérience, votre séjour aux États-Unis.
Oui, alors après, il faut faire. Enfin, moi, j'ai pas du tout envie de tomber dans l'autofiction. Ou, voilà, c'est un système d'écriture qui m'attire pas du tout. Donc, j'ai envie vraiment de faire de la fiction. Donc, si ça tient à des souvenirs personnels, je pense qu'on on glisse assez vite sur la pente autofictionnelle. Mais oui, justement, c'est intéressant. Mais oui, c'est intéressant. C'est le problème de la littérature. Hein. Moi, ça m'intéresse. La part de nos parcours. Bien sûr. Et puis, et puis le fait qu'on peut se laisser aller à. Oui, bien sûr. On est emporté par l'écriture. Hein. Mais tout de même, nos expériences multiples de évidemment, vie. Évidemment. Mais après, voilà, moi, j'aime. Même si évidemment il y a beaucoup de moi dans le livre, j'aime quand même mettre le miroir du personnage entre moi et le lecteur, hein, pas m'adresser directement, enfin, adresser mes expériences personnelles directement au lecteur, c'est un truc que moi j'aurais beaucoup de mal à faire, je pense. D'ailleurs, ce n'est pas un roman autobiographique. Ah, pas du tout, non, rien de tout cela ne m'est arrivé, fort heureusement. Vous êtes une vraie romancière. Bah, un seul roman, je sais pas si on peut dire romancière, il faut peut-être renouveler l'expérience. Mais quand on fait un coup de maître... C'est gentil. Quand vous avez commencé à écrire, vous aviez assez rapidement l'idée d'être publié. En tout cas, vous avez publié des textes. Non, j'ai publié aucun texte. Non, mais alors, quand on a un compte Instagram, là... on publie ce qu'on veut. On publie ce qu'on veut, mais on publie ce qu'on veut, mais c'est pour être lu, quelque part. Oui, mais comme il n'y a aucun jugement entre soi et le lecteur, après, il y a pas de, je peux écrire Proust et le publier. Donc, ça n'a absolument aucun gage de... Alors, quel était l'intérêt pour vous de publier, enfin, d'écrire... sur Instagram en s'adressant à quelqu'un, enfin... de manière à être lu. Je pense que c'est assez... c'est plus complexe que ça, en fait, le rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'évidemment, quelque part, on le fait pour être lu. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui nous lit. Moi, j'étais anonyme, donc... c'est un peu particulier comme processus. Et je pense qu'il y en a beaucoup, et moi aussi, au départ, qui ne savent pas que c'est pour être lu. Ils disent « Ah bah, j'ai besoin de l'écrire, je le pose quelque part, comme si c'était mon journal intime. » Et en fait, effectivement, c'est public, donc on a envie d'avoir un retour, mais c'est un petit peu paradoxal comme procédé en fait d'écriture. C'est spécial. C'est pas du tout pareil. Enfin, j'ai pas du tout ressenti la même chose en écrivant le livre seul dans une pièce avec aucun retour quand j'avais fini ma page et les plaisirs instantanés d'Instagram. On écrit 10 lignes, les gens se disent ah c'est super. C'est vraiment pas du tout le même processus. Il n'y a aucune satisfaction immédiate dans le retour de lecture quand on écrit. C'est très solitaire l'écriture, l'écriture réelle quoi. Mais après c'est beaucoup plus libérateur aussi parce que justement n'ayant pas de retour immédiat, en fait on est beaucoup plus libre parce qu'on écrit ce qu'on veut. Ça finalement à terme je préfère écrire là-dessus que sur Instagram. Est-ce que ça part parce que d'avoir un tel succès avec son premier roman, est-ce que c'est pas de nature à vous couper les ailes? Parce qu'après le deuxième, vous allez être, il va falloir faire mieux, enfin pareil, et c'est formidable d'être connu comme ça tout de suite. Alors je suis absolument pas connue. Le livre a un succès tout à fait modeste. Je passe en dessous de tous les radars. Hein. C'est quand même, enfin, je vous ai pas lu, mais enfin j'ai entendu le passage. C'est formidable. Ah, merci. Non, ça va vous faire plaisir. Hein. Mais non, je veux dire, après, j'ai un succès d'estime. Voilà, j'ai eu des bons retours, j'ai eu 2 prix, c'est au-delà de toutes mes espérances, évidemment. Voilà, mais après, j'en ai pas vendu 100 000, je suis pas victime de mon succès, on me reconnaît pas dans la rue, en fait, ça change absolument rien à ma vie. Hein. Après, je trouve que même en ayant ce micro succès, je trouve que c'est un petit peu difficile de... Vous vous y attendiez, non? En fait, je pensais que ça se passerait, pour être complètement honnête, je pensais que j'en vendrais plus, mais que j'aurais pas de retour critique positif. Parce que sur mon compte Instagram, j'ai quelques milliers de lecteurs, donc je pensais qu'en fait, il y aurait beaucoup de gens qui me l'achèteraient par ce biais, et puis qu'après, il y aurait le bouche à oreille qui fonctionne. Enfin, moi, j'ai été hyper naïve, quoi. J'ai aucune expérience dans le milieu éditorial. Donc, je pensais que ça marcherait comme ça, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai eu des bons papiers
J'ai un papier dans le Monde, voilà, on a parlé de moi à la radio, j'ai eu donc ces prix, enfin, c'est vraiment génial quoi, pour une fille complètement inconnue qui sort de nulle part. Mais en même temps, voilà, j'en vends pas dans toutes les réponses, c'est pas du tout comme ça. Donc en fait, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc c'est un peu... Alors, après, on maîtrise, moi je maîtrise plus rien, quoi. Donc, après, pour le deuxième, oui, je ne sais pas, effectivement, on se dit, ben, j'ai eu quelques retours positifs pour le premier. Si le deuxième sort dans l'indifférence générale, oui, ça va être dur, mais en même temps, au moins, je l'aurais vécu pour un. C'est déjà pas mal. Toujours les paragraphes comme ça. Bah ouais, je fais pas exprès. Non, mais c'est bon. Vous avez quand même pour vous deux choses qui ressortent du roman, comme plusieurs l'ont dit, qui ont déjà lu le roman, c'est une belle écriture, et ça, une belle écriture un jour, une belle écriture toujours, c'est vrai. Et puis quand même, et là on l'a abordé un petit peu, cette fiction, hein, elle est bien menée, elle est très très bien menée. Et donc ça c'est une qualité plus compliquée que l'écriture qui est notre histoire personnelle, comme on écrit, mais en tout cas qui ressort très fort du roman. Justement, à ce propos, moi c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire qu'on voit bien, j'imagine, l'hôpital un peu, la description comme un documentaire au cinéma par exemple, mais la fiction, je l'imagine pas vraiment sur la discussion là que nous avons. Je ne sais pas s'il y a une intrigue, s'il y a un fil conducteur qui nous... Est-ce que vous pouvez Bien nous en sûr, dire oui. deux mots sans dévoiler tout à fait. Alors en fait, la lecture? Oui, en préalable, c'est un choix justement pour ma part, de l'entretien. C'est-à-dire que, bon, moi je me situe comme incitant, donnant des arguments pour le lire, oui, mais rentrer, vous voyez, aucune... je peux faire un petit résumé. Comment? Je peux faire un petit résumé. Comme vous le sentez, c'est vous qui choisissez. Alors en fait, c'est un roman choral, donc chaque chapitre est raconté par un personnage différent. Ouais. Et ça se passe sur à peu près un semestre, c'est-à-dire en fait la durée d'un stage d'internat. Donc ça se passe dans une ville de banlieue parisienne, inspirée d'Argentin, vous l'aurez compris. Et il y a une jeune interne qui arrive de Paris, jeune interne très bourgeoise, qui vient d'une famille de médecins, qui, pour des raisons que vous allez apprendre au début du roman, va choisir contre toute attente de faire un stage dans l'hôpital de cette ville. Elle va y retrouver d'autres personnages, et ensemble, donc ils vont faire connaissance, vivre le métier au quotidien, avec ses difficultés, jusqu'à ce qu'un soir, il se passe quelque chose de négatif et ça va impacter leur vie à tous et ses conséquences dans les mois qui suivent sont explicitées dans la deuxième partie du roman. Voilà, merci. Alors justement, ça apporte un peu, ça donne quand même son goût de la lecture. Pourquoi vous datez 2012-2014 Alors en fait, c'est pareil, ça a été un choix très pragmatique. Alors il fallait que ce soit avant le Covid, parce que je voulais absolument pas rentrer dans la problématique Covid à l'hôpital qui a été hyper compliquée et qui est encore en cours maintenant. Donc voilà, ça a complètement chamboulé l'organisation de l'hôpital. Si je commençais à introduire ça dans le roman, il fallait en rajouter une épaisseur supplémentaire. Après, je voulais aussi que ce soit avant les attentats de 2015. J'avais pas envie. Il y a dans les personnages, il y a un des personnages qui peut être confronté à un racisme institutionnel. Je voulais pas avoir à parler un petit peu du changement d'état d'esprit qu'il y a eu après les attentats. Donc, je voulais que ce soit avant. Et puis en plus, ça correspondait à peu près au moment où moi je suis partie de l'hôpital, 2013. Enfin, moi je suis partie en fin 2010. Donc voilà, ça correspondait en fait du coup à un timing où je maîtrisais bien comment les choses étaient à l'hôpital. C'est-à-dire que depuis, il y a d'autres problématiques qui se sont greffées sur les problèmes hospitaliers que je ne maîtrise pas complètement. Par exemple, les intérimaires, les médecins à diplôme étranger, tout ça, c'était des problématiques. Si je commençais à en parler, il fallait que je me renseigne de manière très précise pour en parler correctement. Et je ne me sentais pas légitime en fait à le faire. Donc, voilà. Donc j'ai antédaté d'une dizaine d'années.
Oui, Il se encore passe des deux trucs, questions. Puis c'est pas une question, il se passe des trucs complètement folles aujourd'hui. Je ne vais pas trop écrire un livre, mais par exemple, on était allé voir notre oncle à l'hôpital et on ne trouvait nulle part en fait. Et sur place, on nous dit ben, il est rentré chez lui. Et en fait, il était à la morgue. Donc des choses complètement démentes. Attendre 9 heures aux urgences. Ah Et quand j'arrive, on me dit ah ben, désolé, on n'a pas le matériel pour vous traiter. Donc 9 heures d'attente pour rien. Ouais. Des trucs qu'on aurait. Ah, complètement. C'est effrayant. Oui, on me raconte de temps en temps des histoires qui semblent complètement délirantes, mais effectivement, c'est malheureusement la réalité extrême de certaines situations qui sont complètement liées au manque de personnel. En fait. Tout le monde est tellement débordé que voilà, il y a des ratés dans tous les sens. Quoi. Thibaut, Oui, qu'est-ce que vous aviez envie de raconter sur l'hôpital en fait? Ah ben, j'avais rien envie de raconter sur l'hôpital. En fait, l'hôpital, c'était la toile de fond pour raconter une histoire fictive. Le but n'était pas le but initial n'était pas de faire un état des lieux de l'hôpital. Donc ça se finit qu'on parle quand même beaucoup de l'hôpital partout où je passe, mais c'était pas forcément ça le but initial. Mais vous en parlez quand même. Bien sûr, j'en parle quand même. C'est la toile de fond du roman. Et qu'est-ce que vous dites dessus au final? Bah, que l'hôpital va pas bien. Et je pense que c'est plus un livre sur l'humanité, enfin sur Oui, les oui, sentiments. complètement. J'ai comme l'impression que l'hôpital, ça a été le terreau pour écrire le livre. Exactement. Il fallait le situer. Voilà. Mais Ouais. c'est juste pour montrer un peu d'humanité, les gens, l'entraide, tout un tas de sentiments en fait. Voilà. Et si j'avais été prof, C'est pas un je livre l'aurais sur fait se l'hôpital. dérouler dans un collège. Je suis pas prof, je suis médecin. Donc je l'ai fait voilà, dans un milieu que je connais bien parce que quelque part c'était plus simple pour moi. Quoi. je suis d'accord effectivement avec ce que vous évoquez. C'est pour ça que j'ai insisté sur le terme d'empathie. C'est profondément empathique. Bon, et en quoi ça fait du bien? Bon, la situation, l'intrigue, elle est ce qu'elle est, mais on n'en ressort pas affligé. C'est un livre d'humanité. Voilà, absolument. Il donne de l'espoir malgré le fond un peu noir. Absolument. De mon point de vue de lecteur. On va peut-être arrêter parce que bon, je pense qu'il va y avoir de très nombreuses dédicaces au vu de. Je voudrais dire quand même deux choses avant de terminer. La première, c'est que vraiment j'espère que ce livre sortira en livre de poche, car il le mérite et il mérite d'être utilisé dans les réseaux scolaires, justement sur la base de cette empathie que je pense qu'il le caractérise. D'autre part, bon, moi j'interviens en tant que membre de l'association Sous les couvertures, du Salon du Livre, que vous connaissez, et donc on en discutera, mais le Salon du Livre, c'est le Salon du Livre d'Argenteuil, et je pense qu'une autrice comme vous, Ça va être difficile de refuser. ça va être difficile de... Bon, mais vraiment, parce que bon, ce qu'on essaye de faire, d'ouverture sur la ville, bien là vous êtes au cœur de notre projet. Donc il aura lieu le premier week-end de février 2025. Voilà. 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 Merci beaucoup. Merci.